Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui on va partir pour une série historique et pour le Danemark avec Gilles Vogt. Bonjour Gilles. Bonjour Nicolas, bonjour, merci de m'accueillir, très heureux d'être de retour. Oui, vous aviez déjà présenté une émission, on était à peu près sur la même période, en tout cas pour le début, puisqu'on avait fait une émission autour des deux Mathildes, donc une mini-série qui présentait l'histoire de l'Alsace entre la guerre de 1870 et jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Alors, on va aujourd'hui être au 19e siècle, on va être un tout petit peu avant, on est sur une période que vous aimez beaucoup, Gilles, mais avant de présenter la série, je vais vous présenter à vous. Alors, vous êtes docteur en histoire contemporaine de l'Université de Strasbourg, vous êtes lauréat du prix de la thèse 2018 de l'Université de Strasbourg pour votre thèse qui a été sur la neutralité durant la guerre de 1870. Donc, vous êtes justement à ce titre-là auteur en compagnie de Nicolas Bourguina d'une synthèse qui a été publiée très récemment chez Flammarion, dans la collection des Champs, La guerre franco-allemande de 1870, une histoire globale, donc un livre qui a été très très bien reçu en son temps par rapport au justement 150e anniversaire de ce conflit. Vous êtes aussi, Gilles, lauréat du prix Maurice Beaumont en 2021 de l'Académie des sciences morales et politiques pour cet ouvrage, et vous êtes aussi auteur de plusieurs publications sur la Scandinavie dans le troisième quart du 19e siècle. On est en plein dedans dans ce qu'on va voir aujourd'hui, et particulièrement, et là on est au cœur, sur la question du Schleswig et ses conséquences sur la politique internationale dans les années précédant la guerre de 1870. Alors peut-être quelques mots, Gilles, avant de commencer, avant de présenter véritablement cette série 1864, cette question du Schleswig, peut-être nous resituer où ça se situe et voir justement l'impact sur la politique internationale. Le Schleswig, c'est au nord de l'Allemagne. C'est ça, c'est au nord de l'Allemagne et au sud du Danemark. Donc c'est une région qui finalement a souvent été comparée à l'Alsace, qui était bien sûr convoitée à la fois par la France et l'Allemagne au fil du temps. On a souvent voulu simplifier aussi en France pour comprendre cette question du Schleswig en disant que le Schleswig, c'était un peu l'Alsace du Nord, entre le Danemark et l'Allemagne. Mais effectivement, c'est une région qui a été convoitée donc, par les deux côtés. Là, je dirais pas du Rhin, mais de l'Eider, cette rivière un peu qui sépare le Schleswig à l'époque, le Schleswig danophone, qui parlait danois, du Schleswig germanophone. Bref, c'est une région qui a été longtemps disputée et surtout là au cœur de ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, de 1864, je dirais surtout entre 1840 et l'après-première guerre mondiale, si je devais simplifier, ce sont les grandes années de la question du Schleswig, des Schleswig-Spørgsmål, on dit en danois. C'est une grande question dans l'historiographie danoise, scandinave aussi, de redécouvrir aujourd'hui, en 2022, 2021, 2020, il y a beaucoup d'études récentes, cette question du Schleswig, et la série 1864 joue ce rôle de redécouverte de la question du Schleswig. Elle le joue plutôt bien, et c'est pour ça aussi que je voulais peut-être la proposer pour un épisode de votre très bon podcast, Nicolas. Merci beaucoup, Gilles. Effectivement, parce qu'on est en plein cœur de la construction nationale allemande, cette guerre des duchés, justement, peut-être plus méconnue en France parce qu'on est avant 1870, mais elle s'inscrit dans une problématique historique plus large qui est la mise en place par la Prusse de l'idée de mettre en avant, de créer une Allemagne, et ça va se concrétiser justement avec cette guerre-là
autour du duché de Schleswig au nord, et puis Sadova quelques années plus tard, en 1866, et pour se terminer avec la guerre de 1870 en France et la création du Second Reich allemand le 18 janvier 1871 à Versailles. On est dans ce cadre historique-là. Alors, avant de rentrer plus en détail, peut-être nous présenter, Gilles, cette série, qu'est-ce qu'il en est, quand est-ce qu'elle a été diffusée, où est-ce qu'on peut peut-être la trouver? Oui, alors 1864, c'est donc une série danoise, elle date de 2014, donc elle est assez récente, sur un format de 8 épisodes de 60 minutes, une série produite pour DR, qui est un peu la grande chaîne de télévision publique au Danemark, réalisée et écrite par Ole Bornedal, qui a été aidé dans son travail par l'historien Tom Buk-Swienty, historien qui a très bonne presse au Danemark. Il est auteur notamment de 2 synthèses très importantes sur la guerre des duchés de 1864. C'est le livre Slagtebank Dibble, qui pourrait être traduit par la boucherie de Dibble, et Domedag Hals, qui est un peu, comment dire, le jugement dernier à Hals, à la bataille d'Hals. Donc, ce sont 2 livres sur 1864, sur le désastre que fut cette guerre pour le Danemark, parus autour des années 2010. Et c'est un historien que personnellement, je connais, d'où aussi l'intérêt pour moi de cette série. Quand elle est sortie, il m'en avait parlé lorsque le projet était en cours. Et donc, lorsqu'elle a été concrétisée, j'étais d'abord très content pour lui. Et ensuite, j'avais hâte de la voir parce que j'ai pu travailler avec cet historien, Tom Buk-Swienty, lors de mon master recherche. Donc, c'était il y a 11 ans maintenant, ça fait longtemps. Mais j'habitais à l'époque au Danemark dans une année d'Erasmus. Je travaillais sur un soldat volontaire de la guerre de 1870, Wilhelm Dinsen. Je vais en reparler après parce que c'est un personnage central de la série 1864 d'ailleurs. Et c'est donc Tom Buk-Swienty qui m'avait ouvert les portes de plusieurs archives familiales au Danemark. Donc, c'est une série qui forcément, j'étais particulièrement curieux à l'époque de sa sortie, de la voir, parce que je connais le travail de cet historien. Alors, à l'époque, les droits de diffusion de la série avaient été achetés par Arte pour la France et l'Allemagne. Donc, en 2015, si je me souviens bien, la série avait été diffusée en France. Je me souviens qu'on en avait un peu parlé. Il y avait quelques articles qui en parlaient. Et au moment où on parle, cette série est disponible. Alors, pour la France, je suis certain qu'elle est sur iTunes, pour ceux qui sont intéressés. Alors moi, vous le savez peut-être, Nicolas, mais moi je vis en Norvège, et en Norvège, elle est sur Netflix, mais je n'ai pas pu vérifier si elle était sur le Netflix français. Bon, voilà, il faudra vérifier. Pour terminer cette présentation, je vais quand même dire le but, la mission de cette série. C'est une série qui se donne pour mission de retracer finalement à grands traits le désastre humain, matériel, politique que fut cette guerre des duchés de 1864 pour le Danemark et bien sûr pour les Danois, depuis les événements qui ont conduit à la déclaration de guerre jusqu'à l'écrasement des armées danoises par cette grande coalition austro-prussienne. Elle se donne donc pour ambition de proposer un résumé graphique, finalement, de la question du Schleswig dont on a parlé il y a 2 minutes, c'est-à-dire du différend qui a structuré au XIXe siècle, une trentaine d'années de relations germano-danoises, puis même encore au début du XXe siècle. C'est donc une entreprise très délicate qui finalement résumait dans une série de 8 épisodes un conflit et un différend, une question du Schleswig si complexe, ça n'est pas une mince affaire. Pour la petite histoire, Lord Palmerston, le Premier ministre britannique, au moment de la déclaration de guerre en 1863, disait avec raison de cette question du Schleswig. Cette question du Schleswig est tellement compliquée qu'il n'y a que 3 hommes en Europe qui l'aient comprise. Il y a le prince Albert, mais il est mort. Le deuxième est un professeur allemand qui est devenu fou. Le troisième, c'est moi-même, mais j'ai tout oublié de cette question. Voilà ce qu'il disait pour la petite anecdote. Donc, c'est pour vous dire un peu la réputation de cette question du Schleswig. En tout cas, la série se donne pour ambition de le faire à travers la guerre de 1864. Et je vous le dirai après, mais je trouve qu'elle le fait plutôt bien.
C'est une série aussi qui a plusieurs axes narratifs intéressants. Et le premier, j'aurais aimé qu'on y revienne dessus parce que vous avez travaillé, vous l'avez dit, hein, là-dessus, sur l'idée du journal intime. J'y travaille aussi pour mes propres recherches sur l'occupation, mais l'occupation de la Première Guerre mondiale. Et donc là, ici, on a affaire à une diariste. Exactement. Donc, il y a un premier axe narratif et stylistique, j'ai envie de dire, dans cette série. C'est un premier fil rouge. C'est le journal intime d'Inge, une jeune femme du temps de la guerre, qui est jouée par Marie Tourelle Söderberg, dont le cœur est partagé entre deux hommes, deux frères, Loist et Peter, qui sont tous deux de jeunes soldats de la 8e brigade de l'armée danoise. Et à ce titre, ils participeront aux principaux affrontements de la guerre des duchés. Donc ce journal intime de cette femme, Inge, est en réalité le narrateur de la série. Alors on le connaît grâce à Claudia, c'est une jeune femme de 2014, dans la série bien sûr, qui tombe sur ce document en fouillant dans des archives familiales d'un vieil homme dont elle s'occupe un peu par accident. Ce vieil homme est d'ailleurs un descendant des protagonistes que l'on suit en 1864, mais c'est le premier intérêt de cette série, c'est le journal intime. Bien sûr, vous l'avez dit Nicolas, comme vous, c'est une source que j'apprécie, que j'ai souvent utilisée dans mes recherches pour la guerre de 1870 ou même pour l'opinion publique et les répercussions de cette guerre en Scandinavie, par exemple. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant et ça ne m'a pas étonné d'ailleurs de Tom Bugzvianti, qui est donc l'historien référent de cette série, qui, je sais, travaille aussi sur ce type de source. Donc, voilà le premier axe narratif de la série. Alors, 1864, c'est une série danoise et donc c'est une série qui suit l'histoire du Danemark à un moment clé, celui, vous l'avez dit tout à l'heure, de la guerre des duchés. Donc, on est ici face à une sorte d'enquête historique qui, quelque part, suit, on voit peut-être ce parti national libéral danois, on le voit arriver justement jusqu'à la guerre véritablement et on va voir ses ambitions stoppées par une Prusse qui veut elle aussi unir son propre pays. Et donc, en miroir, quelque part de cette guerre de 1864, on a la fin des ambitions danoises et le début des ambitions allemandes. Exactement, c'est le deuxième axe ici de cette série, c'est l'enquête historique, c'est-à-dire que le journal intime est une excuse, bien sûr, une sorte de porte d'entrée vers quelque chose qui va plus loin, qui est un peu plus profond. Donc, on y suit, loin du front, la grandeur, le déclin du Parti national libéral danois, c'est-à-dire le parti politique qui a mené le Danemark à la guerre de 1864, qui l'a mené, n'ayons pas peur des mots, à un véritable désastre militaire, mais aussi politique, et dont la figure tutélaire était alors le président du Conseil, on dirait Premier ministre par exemple, en Grande-Bretagne, mais le président du Conseil, Ditlev Monrad, qui est d'ailleurs brillamment interprété par Nicolas Brou. Ditlev Monrad, qui est un personnage qui a beaucoup fait parler de lui chez les historiens de la fin du 19e siècle, pour son rôle justement dans le désastre de 1864, pour sa manière aussi d'avoir bâclé les chances de paix lorsqu'elles étaient encore acceptables pour le Danemark dans les premières moitiés de l'année 1864. En fait, c'est un personnage assez excentrique. Il est d'ailleurs interprété comme tel, qui a été pasteur, qui est un homme de presse également. Il a beaucoup travaillé au Fædrelandet, qui est un journal que je connais bien dans les années 1840, que j'ai beaucoup étudié dans mes recherches, un journal d'obédience, donc national libéral. Et pour faire très simple, mais on va certainement en parler plus après, ce parti national libéral, c'est un petit peu le parti jusqu'au boutiste lorsqu'il s'agit du Schleswig, c'est-à-dire le parti qui ne se satisfait pas à l'époque de la solution du compromis, c'est-à-dire d'un Schleswig qui a simplement une union personnelle avec la couronne danoise sans être véritablement un territoire d'administration danois, c'est-à-dire une vraie région danoise et danoisée, j'ai envie de dire. Le Parti national libéral a envie d'aller plus loin. Il veut que l'union du Schleswig avec le Danemark soit sans concession, qu'elle soit très claire et que les Allemands
les minorités allemandes du nord du Schleswig, par exemple, soient obligées, bien sûr, non seulement d'accepter la tutelle danoise, mais aussi de faire des efforts pour s'intégrer, pour ce qui est de la langue, etc. Donc c'est un parti qui a fait le pari de l'intransigeance vis-à-vis du Schleswig, des Allemands du Schleswig, et vis-à-vis donc de leurs alliés plus tard prussiens et autrichiens, et qui, avec cela, a mené le Danemark dans une entreprise beaucoup trop importante pour ce qu'il pouvait assumer à l'époque. Avant d'analyser, Gilles, plus en détail, on va dire le contenu de cette série-là, on va l'analyser épisode par épisode parce qu'on va voir que les épisodes sont à la fois inégaux, on y trouve des choses différentes dedans, et ça sera aussi l'occasion au fur et à mesure d'avancer, en tout cas vers cette guerre et la compréhension de cette guerre. Par rapport justement à ces deux axes, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'écriture de la série elle-même, c'est-à-dire l'idée finalement qu'on n'est pas dans une série historique qui ne présente les faits que par le haut, mais au contraire, je pense qu'on peut y arriver par le quotidien, et c'est notamment le rôle des journaux intimes ici. Exactement, donc ces deux axes dont on parlait, celui du journal intime et celui de l'enquête historique, ils sont très adroits parce qu'ils permettent, pour le premier, d'interroger la normalité, finalement dramatique, du front de ces acteurs, femmes et hommes, des soldats, officiers, des paysans, des propriétaires terriens, donc dans toute la diversité sociale et, j'ai envie de dire, technique que cela implique. C'est donc une série qui n'a pas peur de présenter un point de vue. Vous l'avez dit, Nicolas, vous avez utilisé l'expression par le bas, c'est-à-dire par les soldats, les paysans, ceux qui finalement sont là soit par hasard, soit par choix plus ou moins forcé ou non forcé, mais disons qui n'avaient finalement pas beaucoup de choix, qui sont de jeunes recrues, qui vivent beaucoup on le dira après, mais sous la pression des attentes d'une population très électrisée par d'anciennes victoires du Danemark face à quelques armées prussiennes. Bon, donc on va suivre comme ça ces gens, cette histoire par le bas, et le deuxième axe, il permet, lui, d'interroger l'arrière, ou plutôt donc la tête politique de ce Danemark entraîné ou empêtré dans une guerre bien trop sérieuse pour lui, finalement, et donc de comprendre les mécanismes qui ont permis à un homme comme Ditlev Monrad et les nationaux libéraux d'imposer cette vue intransigeante et va-t-en-guerre de la question du Schleswig au tournant de l'année 1863. C'est pour ça que finalement, avant de commencer peut-être à discuter plus de tel ou tel épisode, je peux dire que selon moi, 1864, c'est une série sérieuse, solide, qui est basée sur une documentation historique remarquable au sens littéral du terme, et en tout cas suffisante. Elle est bien réalisée, cette série aussi, et ça, je veux dire à tous ceux qui sont intéressés par l'aspect esthétique de l'expérience d'une série. Les scènes de bataille, notamment, n'ont rien à envier aux productions anglo-saxonnes. C'est vraiment une série qui a bénéficié d'un budget apparemment conséquent. Elle est aussi bien interprétée, y compris les seconds rôles, qu'ils soient ceux de soldats, de civils ou de personnages politiques. Et pour l'anecdote d'ailleurs, il y a certains acteurs qui sont aujourd'hui particulièrement connus. Je pense par exemple à Pilou Asbæk qui a un rôle très visible. Il joue un officier assez dur et qui n'est pas très appréciable, disons, lorsqu'on regarde la série. Mais on le connaît aujourd'hui sous le nom de Euron Greyjoy dans Game of Thrones, notamment Game of Thrones. Donc il y a des acteurs aussi qui ont fait un chemin international. Il faut pas le négliger dans cette série 1864, même si, et c'est ce qu'on va voir maintenant, je crois que ce sont surtout les 3 premiers épisodes, c'est-à-dire ceux qui font le récit de la marche du pays vers la guerre des duchés, qui sont les plus remarquables. Mais les autres, ça n'enlève pas le mérite aux autres, bien sûr, mais les 3 premiers sont particulièrement solides.
Gilles, on va s'interroger ensemble ici sur justement cette chronologie parce que ce sont des épisodes qui, vous l'avez dit, permettent de comprendre la chronologie et de bien situer le décor autour de cette guerre des duchés. Le premier, donc, on va revenir quelques années en arrière et c'est très intéressant parce que c'est celui qui va permettre aux téléspectateurs, en tout cas, qui ne connaîtraient pas bien, comme vous, qui êtes un spécialiste, cette question-là des duchés et les tensions qu'il y a, vous les avez rappelées, hein, entre les nationalistes danois et de l'autre côté les nationalistes allemands, autour de la question du rattachement de Schleswig. Donc là, on voit bien ce premier épisode qui, quelque part, plante le décor. Alors, l'épisode premier est assez long. Il est assez inégal dans sa construction, mais il est passionnant parce qu'il a une portée historique pour nous tous qui regardons la série et symbolique qui est évidente. Comme vous l'avez dit, Nicolas, il fait un peu la chronologie de l'avant 1863 à grands traits, mais à traits habiles. Et il débute donc par ce qu'on appelle au Danemark la Treårskrig, c'est-à-dire la guerre de 3 ans. On pourrait dire en français la première guerre de Schleswig, c'est-à-dire le conflit entre 1848 et 1851, conflit qui a opposé l'armée danoise à des séparatistes déjà du Schleswig et du duché de Holstein, guerre qui militairement a vu le Danemark triompher, même si le triomphe est un bien grand mot, mais qui politiquement n'a pas eu de grandes conséquences sur ce différend, sur cette grande question du Schleswig. Mais en commençant par ce conflit, alors bien sûr, ce conflit, on aurait besoin de plusieurs émissions pour parler de détails de ce conflit, mais très rapidement et pour rendre les choses très digestes, c'est un conflit, cette première guerre du Schleswig en 1848-1851, c'est le fruit du printemps des peuples au Danemark et au nord de l'Allemagne, c'est-à-dire qu'en mars 1848, les rues de Copenhague sont agitées, on demande une nouvelle constitution au roi Frédéric VII, et les Allemands de Kiel, donc de cette partie du nord de l'Allemagne, du Schleswig-Holstein, forment un gouvernement provisoire qui, très rapidement, sous prétexte d'être un gouvernement provisoire pour maintenir l'ordre alors que l'on pense qu'il y a une révolution à Copenhague, ce n'était pas une révolution à Copenhague, c'était, disons, un mouvement tout à fait en faveur d'inspiration démocratique, mais qui n'est pas allé jusqu'à la révolution. Mais les Allemands donc, du Schleswig-Holstein en ont profité pour former ce gouvernement provisoire qui très rapidement s'est transformé en un gouvernement qui demandait finalement la séparation du Schleswig et du Holstein en faveur plutôt de la Confédération d'Allemagne, donc de rejoindre la Confédération germanique. Bien sûr, cette séparation est immédiatement rejetée par les Danois qui y voient une attaque contre l'intégrité du royaume et qui soutenait à l'époque cette union personnelle qu'avaient les deux duchés avec la couronne danoise. Ça engendre une guerre qu'on peut qualifier de guerre civile, c'est ce que font les Danois, l'historiographie danoise parle souvent de guerre civile pour cette première guerre du Schleswig. Et pour faire simple, les Danois remportent la guerre militairement, malgré l'intervention de quelques contingents prussiens notamment, ou encore de Hanovre, donc de quelques contingents allemands, ce qui a rendu cette question d'ailleurs internationale, qui a créé une attention internationale, mais disons que les Prussiens, comme les autres partis allemands qui se sont impliqués dans cette première guerre du Schleswig, ne sont jamais allés très loin, notamment sous pression de l'Angleterre. On ne voulait pas internationaliser cette question du Schleswig à l'époque que l'on ne pensait pas si importante finalement. Et le Danemark a remporté cette guerre, il faut dire, parce que les Prussiens notamment, à partir de juillet 1850, arrêtent de soutenir militairement les séparatistes du Schleswig-Holstein. Ça aurait pu tourner différemment, si on ne fait pas d'histoire-fiction. Mais donc cette victoire de 1851 pour le Danemark, c'est une victoire en trompe-l'œil, mais qui a vraiment créé une effervescence dans la population, chez les officiers danois, chez les décideurs danois aussi. Et la série débute par ce conflit et par le retour triomphal des soldats danois de 1851. En faisant cela, la série assume sa lecture historiographique, c'est-à-dire cette idée que les soldats de 1864
vont devoir vivre avec l'ombre pesante, puisque glorieuse, de leurs homologues de 1851 et qu'on attendra donc d'eux la même fortune, les mêmes victoires face aux Prussiens et ce, même si les forces engagées en 1864 sont absolument démesurées par rapport aux années 1848-1851. Donc 1851, c'est un peu un fardeau pour les Danois à 1864, cette idée d'âge d'or inaccessible dont le souvenir va écraser comme ça les soldats, les officiers et les responsables politiques empêtrés dans cette guerre des duchés de 1864. Et c'est en cela que cet épisode réussit très bien à introduire cette grande question du Schleswig, puisque ce Danemark profondément patriotique, où l'amour de la patrie s'exprime dans les arts, les théâtres, les concerts, dans les années 1850, début 1860, eh bien, il va pousser ce parti national libéral mené par Ditlev Monrad, parti qui ne se satisfait pas de la solution de 1851 et qui veut, comme il le dit partout, un royaume pour les Danois, c'est-à-dire un royaume sans concession aucune, ni faux semblant vis-à-vis des minorités germanophones vivant au Sud, eh bien, ce parti, il profite de cette effervescence pour gagner en popularité et pour finalement prendre le pouvoir à l'aube de cette guerre des duchés en 1863. Et donc, Gilles, cette idée qui est très intéressante, là aussi, que vous venez d'évoquer, l'idée que cette guerre des duchés de 1863-64, donc qu'on va voir à travers cette série, on est à un tournant de l'histoire du Danemark, et c'est un tournant véritablement qu'on va voir à l'écran dès l'épisode 2, puisque on va quelque part, il va y avoir un passage de génération entre la génération victorieuse de la Première Guerre, vous l'avez dit, celle qui s'achève en 1851, et puis celle qui va faire justement cette deuxième guerre des duchés de 1864. Oui, et c'est très intéressant dans l'aspect artistique où cet épisode 2 va s'ouvrir sur une scène marquante, c'est la mort du père des deux héros dont je parlais tout à l'heure, les deux frères Loist et Peter, qui sont des jeunes recrues de 1864, eh bien, leur père meurt au début de cet épisode. Or, ce père est un vétéran de cette guerre de 3 ans, de cette guerre de 1848-1851. Cette mort est donc, c'est en tout cas comme ça que je l'ai vécu, j'imagine que c'était le but des scénaristes, cette mort est donc ici un peu la métaphore du passage de témoin entre la génération du père, glorieuse, et celle qui va vivre le désastre de 1864 à travers la figure de ces deux fils qui, eux, sont bien vivants et qui vont rejoindre le front. Et c'est d'autant plus contrasté comme passage de témoin qu'on va dépeindre très vite dans cet épisode 2, dans la lignée de ce qu'on disait avant sur cette éclosion du Parti national libéral. Cet épisode a dépeint le tableau d'un Danemark devenu fou, devenu presque fou. Et c'est d'ailleurs un mot qu'on utilise dans la série. On va parler de folie très souvent. Donc on va voir dans cet épisode 2 Ditlev Monrad, le chef des nationaux libéraux, gagner du terrain au Riksdag, c'est-à-dire au Parlement danois, se faire acclamer sur des discours très offensifs. Tandis que les officiers de l'armée, que l'on suit aussi donc dans cet épisode 2, transmettent aux nouvelles recrues un optimisme qui paraît insolent. Il parle des grandes victoires de 1850, 1851. Et donc, parmi ces nouvelles recrues qui écoutent ces discours très, très optimistes, très va-t-en-guerre, il y a ces deux frères, Lost et Peter, que l'on va suivre tout au long de la série. Et ce mot d'ordre se répand aussi dans la presse, ce mot d'ordre d'un grand optimisme pour les Danois de l'époque, c'est l'idée du royaume tout entier, c'est-à-dire d'un Danemark avec en son sein le Schleswig résolument danois et danoisé. Eh bien, ce mot d'ordre se répand. Il se répand dans le Parlement, au Parlement, dans la presse, et cela est bien montré, je crois, par la série. Et en cela, finalement, les scénaristes marchent sur les traces donc, de l'historien Tom Buzzent, qui est un peu le référent historique de cette série. C'est cette idée que la guerre de 1848-51 fut en réalité une mauvaise chose pour le Danemark, car c'est elle qui a posé les jalons de cet optimisme irrationnel dans la population, de cette atmosphère comme ça électrisée chez les Danois.
enthousiasmé par cette première confrontation victorieuse avec le voisin prussien. Donc, toute la folie, finalement, des 13 années suivantes, c'est-à-dire des années 1851-1864, elle serait le fruit de ce conflit de 1848-51, de cette victoire en trompe-l'œil, finalement anecdotique, mais qui ne va pas régler la question du Schleswig et qui va donc la laisser ouverte pour de nouvelles confrontations qui ne manqueront pas d'arriver, donc au début des années 1860. L'épisode 3 commence là aussi à un moment charnière, Gilles. Hein, cette idée, on a parlé tout à l'heure de changement de génération. C'est aussi le cas à la tête du Danemark, avec le roi qui a connu cette victoire de la précédente guerre qui décède. Et on est véritablement là à un moment charnière, comme le montre l'épisode. Exactement, donc il faut rappeler un peu de contexte ici. En 1863, avec la mort du roi Frédéric VII, se pose finalement la question du devenir du royaume au Danemark. C'est-à-dire qu'on va très ouvertement poser la question que faire du compromis de 1851-52, alors c'est le traité de Londres, c'est 1852, qui a mis fin donc à la première guerre du Schleswig. Est-ce qu'il faut le respecter ou le rejeter? Et les avis divergent au Danemark. Certains poussent pour une solution offensive et j'ai envie de dire audacieuse. C'est celle qui verrait le Danemark rompre la paix de 1852 pour annexer véritablement les Schleswig, c'est-à-dire ne plus en faire un simple duché allié personnellement au roi du Danemark, c'est-à-dire dont le roi du Danemark est le duc finalement, mais en faire un véritable territoire danois qui n'a plus aucune, il n'y a plus aucune discussion possible. Donc, notamment pour y gommer d'ailleurs les particularismes régionaux. Donc, c'est une école intransigeante qui avait beaucoup de partisans à l'époque, en 1863, et qu'on appelle la politique de Leyder, c'est-à-dire cette école qui dit finalement, c'est une politique qui existe depuis les années 1840, 42 pour être précis, mais qui a mis du temps à avoir finalement suffisamment de partisans pour avoir de véritables assises dans la vie politique danoise. Mais cette école de Leyder, cette politique de Leyder, elle dit, elle se satisferait bien, s'il le faut, d'une séparation du Holstein en faveur de l'Allemagne, pourquoi pas, mais elle voudrait une incorporation totale et sans concession du Schleswig. Hein, là, je simplifie, mais c'est un peu cette école-là. C'est donc une école très offensive lorsqu'il s'agit du Schleswig en lui-même, quelle que soit d'ailleurs l'importance des minorités germanophones dans ce Schleswig. Et c'est cette voie intransigeante qui va l'emporter en 1863 à la mort de Frédéric VII, grâce notamment au travail de Sapp et à la fougue des nationaux libéraux menée par Ditlev Monrad. C'est ce qu'on a appelé la Constitution de novembre 1863, qui va finalement exprimer ce point de vue de la politique de Leyder, c'est-à-dire rompre finalement le compromis de la paix de 1852. Donc, dans cet épisode 3, cette rupture est un désastre en soi. En tout cas, on le sait maintenant, puisque la guerre est passée. D'ailleurs, pendant longtemps, l'historiographie danoise a souffert de ça, parce qu'elle a souvent étudié la guerre des duchés en connaissant finalement son résultat. Mais en se replaçant dans le contexte, bien sûr, de l'époque, donc d'avant la guerre ou de la marche vers la guerre, et la série le fait très habilement, on voit que les nationaux libéraux sont bien sûr responsables du coup de pouce politique vers cette guerre, mais on remarque aussi que la population elle-même, la presse notamment, les directeurs de théâtre ou même certains écrivains sont eux aussi électrisés et finalement participent très largement à cette marche vers la guerre. Mais dans cet épisode 3, on remarque aussi le grand début de l'histoire de la 8e brigade de la 9e compagnie de l'armée danoise. C'est la brigade dans laquelle évoluent nos deux recrues, ces deux frères, Loist et Peter, qui sera plus tard connue pour être la dernière brigade à défendre le moulin de Dubel au cours de cette grande bataille malheureuse pour le Danemark du 18 avril 1864. Et là encore,
on remarque que le premier rassemblement de cette 8e brigade nous offre finalement une représentation du poids des vétérans de la première guerre du Schleswig, puisque certaines recrues ont vécu la première guerre du Schleswig, notamment des officiers, et ils sont respectés, presque mythifiés, tant par leurs collègues officiers que par des nouvelles recrues impréparées. Donc on a comme ça ce poids de la première guerre du Schleswig, c'est simplement pour vous dire qu'il est constant dans la série. Gilles, quand on n'est pas encore tout à fait à la guerre, hein, on est à 2 pas, et c'est très intéressant parce que ici on a véritablement, on comprend hein, la marche, ce qu'on pourrait dire la marche vers la guerre en tout cas, et puis aussi on a un véritable, je vais pas dire en tout cas jugement, mais on voit bien que la série prend parti en tout cas pour montrer finalement que les Danois se foncent tête baissée dans la guerre, un peu d'ailleurs comme va le faire quelques années plus tard Napoléon III, suite à la dépêche d'Ems face à Bismarck, fonce dans la guerre alors qu'il ne semble pas prêt. Ça, la série le montre bien. Exactement, et toujours dans ce 3e épisode d'ailleurs, l'angle diplomatique est intéressant du début de la crise, bien sûr, entre la Prusse et le Danemark. Cet angle diplomatique est abordé, c'est-à-dire la question du Schleswig est-elle une question internationale en 1863? C'est un peu la question que l'on peut poser et que pose, certes rapidement, mais tout de même, la série. Et en cela, vous l'avez dit, Nicolas, on a quelques rapprochements avec 1870, je vais oser le dire, mais on a un peu cette idée d'impréparation diplomatique du Danemark, comme si finalement, il se lançait dans cette guerre en pensant à des soutiens diplomatiques réels, notamment de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne et de la France, soutiens qui ne viendront jamais pour plusieurs raisons. Mais donc, on parle de cela dans la série. Les Danois espéraient surtout le soutien de l'Angleterre et de son Premier ministre Palmerston. Mais ces derniers, finalement, ils n'avaient pas d'intérêt à se mêler directement d'une question territoriale et, j'ai envie de dire, nationalitaire que, je l'ai dit avant, que personne en Europe ne comprenait. C'est-à-dire, c'est très difficile de justifier un engagement pour la question du Schleswig lorsque cette question est si complexe que l'opinion européenne ne la comprend à l'époque que très peu. Pour eux, pour les Anglais notamment, l'incorporation du Schleswig en terre du royaume danois, c'était un pari fou pour ce petit, entre guillemets, Danemark. Et donc, ils pensaient que ce pari serait abandonné, c'est-à-dire que ça allait être une sorte de coup de poker diplomatique, politique, mais qu'une fois les grandes réactions prussiennes, je dirais, mises à jour, on allait se mettre autour d'une table et discuter et que ça allait passer comme ça. Mais non, ça n'a pas été le cas. Effectivement, la série prend parti ici, vous l'avez dit Nicolas, en montrant que malgré cette absence de soutien diplomatique, je pourrais parler d'ailleurs aussi du royaume de Suède-Norvège qui ne bouge pas à l'époque, même s'il y a plusieurs soldats volontaires qui vont s'engager dans l'armée danoise une fois la guerre déclarée, notamment des Suédois. Un mémoire de recherche en Suède en a compté notamment près de 500. Il y en aurait, je pense qu'on peut penser qu'il y en avait plus, mais c'est déjà un chiffre important. Bon, mais en tout cas, on pensait que le Danemark allait abandonner son projet, mais non, il se lance dans cette guerre malgré l'absence de soutien diplomatique. Le deuxième axe qui montre que la série prend assez ouvertement comme ça parti, ou en tout cas s'en prend ouvertement à certains acteurs historiques, c'est lorsqu'elle elle fait le tableau du haut commandement danois à la déclaration de guerre, et notamment du fameux général Meza, qui est à l'époque commandant en chef des armées danoises, qui est dépeint comme un excentrique, trop distant des réalités du terrain. On l'attaque notamment dans la série sur le fait qu'il espérait attendre l'été 1864 pour faire débuter les combats, sans anticiper la possibilité d'une attaque de l'ennemi au cœur de l'hiver, c'est-à-dire au début de l'année 1864. Donc finalement, après 3 épisodes, le message de la série, il est assez clair. La marche vers la guerre de 1864, c'est celle d'une classe politique aveugle, Ditlev Monrad en tête, d'une armée ivre d'une victoire en trompe-l'œil une quinzaine d'années plus tôt. C'est celle d'un temps qui finalement échappe au Danemark, d'un temps qui va trop vite, qui va trop loin.
Et le travail de contextualisation là-dedans, dans la série, il est solide, particulièrement au sujet du courant national libéral des années 1840-1850 d'abord, qui deviendra prédominant en 1863, et aussi au sujet, bien sûr, de tout ce qui fait que cette politique de sans concession au sujet du Schleswig devienne finalement la politique majoritaire en 1863, fruit d'une époque d'épreuves, d'espoir de toute une société. Avec l'épisode 4, on va rentrer dans la deuxième partie véritablement de la série, puisque on est, ça y est, dans l'année 1864, la guerre a débuté, et là, la série, on va dire, change de ton, en tout cas, elle évolue pour montrer quelque part que ce contexte fiévreux d'avant-guerre, il est totalement maintenant dépassé, et que les Danois se retrouvent quelque part confrontés à la dure réalité. Vous avez commencé à l'avouer, à nous le dire, Gilles, celle de l'impréparation. Et donc là, on est dans la guerre elle-même, dans une guerre aussi qui n'est pas encore totalement dans la modernité, on va dire, par rapport aux armes et tout ça. Peut-être qu'on en reparlera, mais en tout cas dans une guerre qui n'est plus une guerre du début du 19e siècle, ni même comme la première guerre des duchés. Donc là, tout ça, toute cette réalité, elle revient en pleine figure des Danois. Absolument, et en cela, on a aussi un parallèle avec 1866, 1870, et c'est en cela que ce que vous avez dit en début d'émission est très juste. J'aime aussi, comme vous, voir ces conflits des années 1860 dans leur continuité, c'est-à-dire 1864, 66, 70, comme des guerres qui sont les fruits d'une époque, d'une évolution, de progrès technologiques, de débats philosophiques et politiques, mais qui sont des guerres qui ont des choses en commun. Et effectivement, 1864, et l'épisode 4 le montre bien, c'est un double temps, et on le voit dans la série. C'est d'abord le temps de la prise de conscience chez les Danois de l'impréparation des troupes au sein donc des armées, particulièrement les officiers qui voient les recrues se masser au sud du Jutland, c'est-à-dire au sud du Danemark continental, cette porte de Dannevirke. C'est un fort militaire, Dannevirke, qui servait en gros de ligne de défense au sud du Danemark, et que l'on voulait croire depuis les temps anciens, j'ai envie de dire, depuis le Moyen-Âge, donc qui a connu bien sûr des restructurations depuis et quelques travaux de renouvellement, mais en 1864, on pense que Dannevirke est un fort imprenable et que finalement les troupes prussiennes et autrichiennes s'écraseront sur ce fort. On voit dans la série rapidement que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que l'évolution de l'armement, notamment de l'artillerie côté allemand, fait que ce fort-là a peut-être garantit peut-être moins d'assurance qu'on ne le pensait. Le deuxième temps, c'est le temps de la grande équation finalement, de la grande question du début de la campagne, c'est-à-dire où les Danois devront-ils tenir cette ligne de défense? Est-ce qu'il faut miser tout sur Dannevirke, ce fort militaire en long, en suivant la tradition, quitte à risquer un mouvement de contournement de l'ennemi qui profiterait d'un hiver très froid et donc du gel pour traverser des terrains que l'eau aurait normalement rendus inaccessibles? Ou est-ce qu'il faut se défendre plus au nord, du côté du moulin et du fort de Dubel, qui est une entrée plus resserrée vers le Jutland, vers le Danemark continental, et donc peut-être plus tenable pour une armée numériquement désavantagée. Et tout l'épisode est articulé autour de ces deux temps. Non sans égratigner d'ailleurs le gouvernement national libéral qui, lui, est perché sur ses postures irresponsables. Il y a notamment une scène de Ditlev Monrad qui visite Dannevirke, qui visite le front et qui ne se rend absolument pas compte des manquements de l'armée, aux grandes dames des officiers qui essayent, du haut commandement, qui essayent de lui expliquer que cette ligne de défense ne sera pas tenable face à la force de frappe prussienne et qu'il faut battre en retraite tout de suite pour assumer une défense plus solide à l'arrière. Ditlev Monrad, au départ, refuse totalement, mais sans même écouter les arguments
simplement des officiers. Alors bien sûr, c'est un parti pris de la série. C'est une discussion que l'on imagine fictive, même si bien sûr il a visité le fort de Danevirk. Mais voilà, c'est un peu le ton de la série. D'ailleurs, cette retraite du Danevirk, c'est finalement l'option qui va être choisie, et c'est l'objet de l'épisode 5, mais elle est elle-même source d'un travail mémoriel et de grandes interrogations chez les historiens. On se demande encore si finalement elle a été un succès, c'est-à-dire qu'au départ, le commandement finalement danois décide de ne pas se défendre à Danevirk, malgré l'absence de grandes batailles préalables. Il n'y a pas eu de grande bataille encore, mais on va faire battre en retraite les armées danoises vers Dubé. Est-ce que c'était un bon choix ou non? Et est-ce que cette retraite a été un succès ou non? Ce sont des questions que l'on lit encore chez les historiens au Danemark aujourd'hui. Oui, le parallèle ici de choix tactique, d'impréparation, on les voit clairement avec ce qui se passe en 1870 et on a en tête aussi les manœuvres, en tout cas si ce n'est hasardeuses ou tout du moins désastreuses, des grands généraux du Second Empire en France. Donc là, ici, on est dans les parallèles et ce qui est intéressant, c'est de voir, et ça dès l'épisode 5, que finalement, on a, comme le fait Napoléon III, on a un pays qui n'est pas prêt, qui se surestime et qui surtout, et ça c'est très intéressant, sous-estime l'ennemi. Et on s'en rend compte avec cet épisode 5, vous l'avez dit, celui d'une retraite, où on peut finalement se poser la question, est-ce que la retraite, vous venez de le dire, c'est quelque chose qui est bien interprété, ou en tout cas qui a peut-être été forcé par l'ennemi, parce que une des grilles de lecture aussi de cette série-là, vous allez me dire Gilles, si je me trompe, mais en tout cas c'est aussi de regarder en miroir finalement peut-être oui la faiblesse du Danemark, mais aussi à travers ça la force prussienne qui va se matérialiser par la victoire et plus tard par l'unité allemande. Donc ici, dès l'épisode 5, avec cet épisode de la retraite, on comprend bien que le Danemark ne pourra pas gagner la guerre. Absolument, et c'est vrai qu'on n'a pas encore eu le temps de le mentionner, mais il y a plusieurs scènes qui se passent dans le camp prussien et autrichien d'ailleurs, que ce soit bien sûr dans les palais et Bismarck est régulièrement représenté, ou auprès donc de soldats allemands mobilisés à la frontière avec le Danemark. Et si on remarque une même détresse face à l'horreur de la guerre, et ça d'ailleurs, je le salue, c'est un travail qui est solide de la part de la série, c'est-à-dire que le soldat triomphant, certes triomphant, allemand, ne vit pas pour autant une partie de plaisir, il n'est pas en vacances, et c'est très bien représenté, les tiraillements, la violence que subissent aussi les Allemands, même vainqueurs, est très bien représentée. Mais donc, ce choix de la retraite vers Dübel début février 1864, avant même les principaux combats, donc le fait que l'armée danoise, il faut le rappeler, abandonne sa ligne de défense historique de Danevirk avant même les principaux combats, cela montre, vous l'avez bien dit, une supériorité de l'Allemagne dont se rendent compte les officiers et le haut commandement danois, et qui oblige finalement cette retraite, c'est pas seulement un choix stratégique, c'est aussi, vous l'avez dit, une obligation, parce que cette ligne n'est pas tenable. Il faut changer de stratégie pour s'adapter, notamment à la rudesse, à la grande force de frappe en matière d'artillerie des Allemands, que n'avaient pas assez anticipé les Danois. Donc cette retraite depuis Danevirk vers Dübel pour assurer une nouvelle ligne de défense, elle est jugée réussie par les historiens, puisqu'il faut rappeler quand même que le début de l'année 1864 au Danemark, c'est pas la Côte d'Azur, hein, c'est un hiver glacial, des tempêtes de neige. Bon, seules quelques dizaines de soldats, malgré cela, déserteront, soldats danois, et seules quelques dizaines, j'ai envie de dire, si je peux me permettre, et seules quelques dizaines mourront de froid sur bien sûr, les plusieurs milliers, dizaines de milliers qui assurent cette retraite. Donc, elle est plutôt réussie d'un point de vue, je dirais, strictement militaire, mais elle a des répercussions désastreuses, vraiment, sur le moral de la population. Danevirk, c'était la porte vers le Danemark. C'était une sorte de fort mythique dont on louait le caractère imprenable depuis une dizaine d'années. Donc, sa perte sans grand combat crée un choc évident
dans tout le royaume, au Parlement, dans les milieux journalistiques, chez les écrivains aussi, qui se sont exprimés sur le sujet. On voit Hans Christian Andersen, par exemple, dans la série, très rapidement, dont d'ailleurs j'avais étudié les lettres pour l'époque des années 1860, et qui effectivement témoigne de ce choc dans l'opinion publique. Et cet épisode, en même temps, propose un beau développement sur la bataille de Sankelmark, qui est une bataille d'arrière-garde, finalement, entre l'arrière-garde danoise chargée de protéger la retraite vers Dübel et l'avant-garde austro-prussienne, et notamment les hussards autrichiens. Et on a ici, on parlait avant, Nicolas, d'horreur de la guerre, quel que soit le camp. On a ici un angle intéressant dans cette représentation de la bataille de Sankelmark, c'est celui du droit humanitaire balbutiant à l'époque. On est en effet avant les premiers grands déploiements de la Croix-Rouge en 1866 et surtout 1870. Et si les efforts charitables ont existé avant 1864, je pense notamment à la guerre de Crimée, les essais de codification d'un droit humanitaire international au sujet des blessés et victimes des armées ont été vains jusque-là, en 1864. Donc, on a des scènes dans cette série, et bien sûr, dans les représentations historiques de la guerre de 1864, des scènes qui reflètent finalement ce caractère encore très balbutiant du droit humanitaire. Et donc, on a l'exécution sommaire de prisonniers danois par les hussards autrichiens. On a des centaines de blessés des deux camps qui sont laissés agonisants sur le champ de bataille, sans soins ni secours. On a donc des choses qui se verront moins dans les conflits des années suivantes, et notamment pour un conflit qu'on connaît bien, que je connais bien, 1870. Il y a cette citation intéressante dans cet épisode 5 d'ailleurs de Bismarck, prêté à Bismarck. Il dit les Danois, les pauvres, se battent sur deux fronts, contre nous au sud et contre leur propre gouvernement de l'autre côté. Donc c'est pour vous donner un peu voilà, le parti pris qu'a choisi d'assumer la série. L'épisode suivant est dans la veine de ce qu'on a dit depuis le début, cette idée d'histoire par le bas, c'est-à-dire que oui, on a encore des histoires de bataille, et même si dans ces histoires de bataille, on est d'accord que ce qu'on a vu ensemble, Gilles, on ne suit pas que des mouvements militaires pour des mouvements, mais on comprend aussi tout le contexte à la fois politique, militaire, vous l'avez dit, voire humanitaire de l'époque. Et donc, dans cet épisode-là, on peut appréhender le quotidien au milieu du 19e siècle, d'un État en guerre, le quotidien aussi de village, en guerre de village près du front, avec toutes les répercussions que ça a. Et ça, c'est très intéressant parce que dans cette veine d'histoire sociale, on comprend les grands mouvements, vous l'avez dit, des batailles et tout ça, mais on comprend surtout ce que vivait la population dans la série. Exactement, c'est dans la lignée de l'épisode précédent, vous l'avez dit, cet épisode 6, il est centré en fait sur l'installation de l'armée danoise au fort de Dübel, donc à l'endroit où elle a décidé de se défendre. Les premiers bombardements allemands tombent sur ce fort, et c'est l'occasion pour la série de représenter l'arrière, c'est-à-dire de poser la question apparemment simple, comment vit une localité proche d'une guerre en 1864 ? Qui sont les acteurs qui interviennent sur le terrain auprès de militaires ou de civils à cette époque? Comment travaillent-ils? Comment vivent-ils cette épreuve? Et dans cet épisode, ces questions sont effleurées, alors certes imparfaitement, puisqu'on n'a pas assez de temps finalement, une fois 60 minutes, ce n'est pas suffisant, mais tout de même, par exemple, on se plonge avec la série, on va plonger au cœur des hôpitaux militaires de la localité de Skanderborg, et on va assister à des opérations de chirurgie sans désinfection. On va suivre des femmes au chevet des blessés, par exemple. Alors, à l'époque, des blessés danois et non des deux camps. Comme on l'a dit avant, on n'est pas encore au temps donc, de la neutralisation des blessés qu'on a connu un peu plus en 1866 et 1870, c'est-à-dire cette idée que les deux camps peuvent se soigner mutuellement, bien sûr, grâce à cette neutralisation des personnels de santé notamment. En 1864, on n'en est pas tout à fait là, donc c'est intéressant que la série le montre. Mais voilà, on est effectivement sur la réalité de la guerre dans cette localité. On va suivre les épreuves, les pleurs, les espoirs, le désespoir d'une population qui vit aussi ses premiers
bombardement, il ne faut pas le sous-estimer, ces obus qui éclatent sur le fort de Dubel et qui finalement éclaboussent de par leur sonorité, mais aussi bien sûr leur aspect visuel et leur aspect strictement, je dirais, collatéral, cette importance du bombardement comme finalement une épreuve morale. Et on le voit aussi dans cet épisode 6, et ça, c'est une guerre, bien sûr, que l'on peut qualifier de moderne, ou en tout cas de quelque chose de moderne et d'assez récent pour les populations civiles à cette époque, donc au début des années 1860. Cette modernité, Gilles, de la guerre et en particulier de l'armement, on le voit bien dans l'épisode suivant, hein, l'épisode 7, qui permet, je pense, de bien comprendre et d'expliquer aussi aux spectateurs et à tous ceux qui s'intéressent à cette période la supériorité prussienne essentiellement en termes d'armement, supériorité qui va conduire à cette victoire sur le Schleswig et donc sur le Danemark, à cette victoire de Sadowa face à l'ennemi, on va dire en tout cas au grand frère autrichien, et surtout à la victoire face à l'ennemi français de 1870. À chaque fois, on a une technologie germanique qui est légèrement en avance, notamment en termes, vous l'avez dit, de bombardement avec les canons allemands qui déjà ne se chargent plus par la bouche mais par la culasse. Et ça, tout ça, on le voit très très bien et ça préfigure véritablement, là on est au balbutiement en tout cas, mais on comprend bien que l'industrialisation qui se réalise en Allemagne va faire du pays un pays très puissant qui va remporter ces guerres du 19e siècle et surtout qui va préparer l'Europe quelque part à la guerre suivante de 1914. Exact, on est dans cet épisode 7, dans un épisode qui va finalement dépeindre un peu plus encore que l'épisode 6, ou en tout cas de manière complémentaire, la réalité de la guerre en 1864. Qu'est-ce qu'une guerre en 1864? Donc ici, pas à travers l'arrière ou l'humanitaire, mais à travers les armes et l'armement. Et donc on va y observer le bombardement méthodique de Dübel par les redoutables pièces d'artillerie allemandes, donc une sorte de violence finalement indescriptible d'une guerre moderne, une normalité violente qui sera effectivement au cœur des conflits suivants, 1866 et 1870. Alors, il faut rappeler, au-delà de l'artillerie, qui était effectivement supérieure à l'époque en 1864, on dit généralement que la coalition austro-prussienne avait pour elle environ 250, un peu moins de canons, de pièces d'artillerie, tandis que les forces danoises en avaient environ 150. Mais au-delà de l'aspect numérique, il y a aussi, bien sûr, et de l'artillerie en elle-même, que les Prussiens avaient finalement, dont l'utilisation répondait à des logiques modernes, c'est-à-dire de harcèlement de l'ennemi, de sape, mais aussi de coups moraux portés non seulement à l'ennemi en lui-même, mais aussi, on l'a dit, aux populations vivant autour de ce fort de Dübel. Il y a aussi l'aspect numérique lorsqu'on parle des troupes en elles-mêmes. Il faut quand même le rappeler, et c'est pour ça que j'ai dit avant que cette guerre, j'ai dit en début d'émission que cette guerre était bien trop sérieuse, finalement, pour le Danemark de l'époque. Le Danemark a, au plus fort de la guerre, environ 45 000 soldats mobilisés, tandis que de l'autre côté, du côté austro-prussien, on considère qu'au plus fort de la guerre, on avait plus de 80 000, un peu plus de 80 000 soldats engagés. Donc c'est un rapport du simple au double qui explique évidemment aussi le fait que le Danemark ait été rapidement acculé et livré finalement à une sorte de guerre défensive qu'il ne pouvait objectivement mener à bien. Gilles, le dernier épisode de cette série, d'une mini-série de 8 épisodes, c'est peut-être celui où, bon, bien sûr, qui conclut la série, mais qui semble à la fois conclure, on va dire, le temps du Danemark, qui désormais est un petit pays face aux géants voisins allemands,
hein, qui est en train de s'éveiller. Et donc, à travers ça, on voit bien, peut-être, à travers cette victoire allemande telle qu'elle est montrée à la fin, dans le 8e épisode en tout cas, on voit bien peut-être apparaître les futurs succès allemands qui montrent on est en train de vivre au milieu du 19e siècle, à travers cette guerre des duchés, une recomposition de la géopolitique européenne. Exactement. Cet épisode 8, c'est la fin d'un temps, la fin de ce Danemark enthousiaste du milieu du 19e siècle, de ce Danemark qui voulait vivre cette effervescence des nationalités, fruit de 1848 notamment, qui avait vaincu en 1851 et qui pensait comme ça profiter de cet élan pour aller plus loin et pour avoir ce grand royaume pour le Danemark tout entier, comme le disaient les nationaux libéraux. Eh bien, cet épisode 8, il est finalement la représentation de la fin de ce temps, avec la défaite de la guerre des duchés se ferment les visages des gens, c'est-à-dire l'enthousiasme qu'ils avaient et dont on a parlé avant, quelle que soit leur origine, quel que soit leur passif. Les soldats défaits et démobilisés portent la honte maintenant d'une infortune extraordinaire, tandis que leurs pères étaient, eux, rentrés vainqueurs en 1851, eux rentrent décimés, finalement sans honneur, et le pays amputé, il faut bien le rappeler, d'un tiers du territoire, hein, si on prend vraiment la superficie des duchés, un tiers du territoire et un cinquième de la population. C'est évidemment une perte colossale, tant morale que politique. Bien sûr, dans cet épisode, on montre aussi qu'on règle ses comptes dans ce Danemark de l'après-guerre des duchés. Ainsi, Ditlev Monrad, le chef des nationaux libéraux, est envoyé, disons, dans une sorte d'exil forcé en Nouvelle-Zélande, où il vivra jusqu'à la fin des années, je crois, 1880. Le Parti national libéral, lui, va perdre en crédit, bien sûr. Il va vivoter dans les années suivantes. Il va s'autoriser quelques succès politiques, notamment au rythme des actualités internationales. Par exemple, en 1866, lorsque la guerre entre la Prusse et l'Autriche éclate, certains au Danemark sont tentés par une alliance avec la Prusse face à l'Autriche pour récupérer en récompense le Schleswig du Nord, c'est-à-dire le Schleswig où vivent la plupart des danophones. Bon, la Prusse, à l'époque, n'a pas besoin de cette alliance, le projet n'a pas lieu, ou même, bien sûr, en 1870, lorsque le royaume danois est cette fois tenté par le camp français pour forcer par les armes cette Prusse voisine à lui rendre son Schleswig. Et dans ces instants-là, le Parti national libéral et l'idée de la question du Schleswig ont ressurgi, mais sans lendemain, finalement. Bien sûr, pour 1870, on imagine bien que les premières défaites françaises du début du mois d'août ont décidé finalement les Danois à ne pas tenter ce pari français. Mais la chose aurait pu en être autrement, bien sûr, selon la fortune des premières batailles sur le Rhin. Donc voilà comment se termine cette série. Elle se termine par finalement le drame d'une population. Tout le Jutland, il faut le rappeler quand même, le Jutland, donc la partie continentale du Danemark, avait été occupée par les armées allemandes et autrichiennes pendant et au règlement de la guerre de 1864. C'est un traumatisme aussi. C'est un traumatisme aussi pour une population qui va comme ça avoir un contact visuel très très perceptible qu'on a connu ensuite en France en 1870 avec le vainqueur, avec cet ennemi vainqueur, et qui va en garder une rancœur aussi. Et c'est intéressant de montrer que finalement dans la série qui s'achève donc sur des histoires familiales, on suit quand même, il faut le rappeler, j'avais parlé de ces deux frères que l'on suit, Inge, donc là, qui est celle qui est cette femme qui a écrit ce journal intime que l'on suit tout au long de la série. Disons qu'elle a comme ça des sentiments d'amitié pour ses deux frères, et la série se termine sur comme ça l'épilogue aussi de cette relation à trois. Ça, c'est pour l'aspect, bien sûr, narratif, sentimental. Et c'est important aussi, bien sûr, pour rendre une série digeste. Mais en général, bien sûr, après cette guerre du Schleswig, les Danois gardent cette question du Schleswig au creux de la tête. Et le fait que les
danois du Schleswig du Nord soit sous administration allemande va créer d'autres problèmes diplomatiques tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Gilles Vogue, qu'est-ce qu'on peut alors, pour nos auditeurs et auditrices, retenir sur cette série historique sur l'Europe du Nord au milieu du XIXe siècle, la série 1864? Je pense qu'on peut retenir d'abord une expérience esthétique. C'est une série qui est belle, c'est beau à regarder, c'est beau à suivre, et je le conseille pour tous ceux qui sont intéressés par l'aspect esthétique, artistique d'une production de ce type. On peut en retenir bien sûr un effort historique. C'est une bonne série qui est basée sur une documentation historique sérieuse, ça on l'a dit en début d'émission, et donc en cela, c'est une série qui vaut le coup, tant pour les historiens que pour ceux qui sont simplement amateurs de la période. C'est aussi une série intéressante pour tous ceux qui aimeraient connaître un peu plus finalement ces grandes questions des nationalités du milieu du XIXe siècle qui ont fait l'Europe du XIXe siècle et du dernier quart du XIXe siècle ou du dernier tiers du XIXe siècle. La question du Schleswig est une question importante de l'Europe du XIXe siècle, au même titre que d'autres questions, comme la question, bien sûr, de l'Alsace, dont on a souvent parlé, dont on parle plus, bien sûr, en France, mais aussi des questions de certains territoires polonais, par exemple. Donc, le Schleswig s'inscrit dans ces grandes questions de nationalité du XIXe siècle. Donc, pour cela, la série est intéressante aussi. Et puis, tout simplement, je pense que c'est une série qui s'adresse à tous, qui est digeste. 8 fois 60 minutes, c'est plutôt un format agréable. C'est une série, encore une fois, bien amenée et qui, je pense, mérite vraiment le détour, tant pour un public français, francophone, que pour un public international. Gilles Vogue, merci beaucoup pour la présentation de cette série. Effectivement, vous l'avez dit, une série de 2014 à redécouvrir. Donc, on vous incite à aller la chercher puisque en France, elle n'est pas disponible sur Netflix, mais vous pouvez aller la chercher peut-être pour revoir cette série-là qui, vous l'avez dit, par de nombreux aspects est très intéressante pour comprendre l'évolution à la fois géopolitique et puis l'évolution aussi militaire du 19e siècle et série qui préfigure la guerre de 1870, qui est quand même sous-représentée dans le domaine sériel, voire même celle de 14-18, qu'on voit aussi très très peu dans les séries. Donc on a ici une série qui permet de comprendre tout ce contexte-là. Alors pour celles et ceux justement qui ne connaîtraient pas bien cette époque-là, je vous renvoie vers la bibliographie indicative que Gilles a fournie et que l'on retrouve sur la page de l'émission, sur notre site internet histoireensérie.com. Et puis suivez notre actualité sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Vous aurez comme ça des indications sur les futurs épisodes. Et puis, si vous avez loupé des épisodes, rendez-vous sur notre site internet. Vous avez le résumé de toutes les émissions, mais aussi sur notre partenaire nonfiction.fr pour avoir à la fois le résumé et les liens pour aller écouter l'émission vers les grandes plateformes de podcast, YouTube et Spotify. Merci beaucoup Gilles. Et puis, j'espère à bientôt pour une autre série sur ce 19e siècle où il y a beaucoup de choses à voir dans les séries historiques. Merci Nicolas, c'est toujours un grand plaisir. Merci beaucoup pour cette émission et à très bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.